des faits, entre les plaintes des victimes, entre la réalité des faits et les plaintes, il y a ce que nous, sociologues et criminologues, appelons le chiffre noir, c'est-à-dire quelque chose de assez important, en l'occurrence. Et le problème de ces chiffres et de ces statistiques officielles, c'est que le premier problème, c'est que ça ne rend pas compte de la souffrance des victimes, dont vous avez parlé ce matin, et même également cet après-midi. Ça ne donne pas non plus l'idée de l'expérience victimaire, c'est-à-dire tout ce que peut subir et rencontrer une victime de ce type de violence. Et puis moi, en tant qu'affreuse cantophrénique sociologue, ce qui me dérange, parce que souvent on dit que c'est un pléonasme, c'est que ça ne rend compte que de l'aspect visible du phénomène. C'est-à-dire qu'il nous faut que des enquêtes de victimation, ou alors je les donnerai tout à l'heure, cette dame est intervenue ce matin, les chiffres des permanences femmes, information femmes, viol, etc., justement pour être au plus près de la réalité. Je vois, c'est-à-dire il faut prendre tout simplement la victime comme étant l'informateur ou l'informatrice principale. Je vois pour les chiffres de l'éducation, quand on a travaillé sur le racket avec l'équipe d'Éric de Barbieux, on avait trouvé justement en interrogeant directement les victimes un taux de racket de l'ordre de 6%, alors que les statistiques officielles étaient de 0, et des poussières. Voilà. Et bien sur les violences sexuelles, comme tous les autres types de violences, ce chiffre noir est terriblement élevé. Maintenant qu'on déprime, je peux continuer. Alors, autre enquête, l'une des rares enquêtes qu'on ait, c'est celle de l'enquête de notre amie que je salue, Ernestine René, qui est la directrice de l'Observatoire en Seine-Saint-Denis, qui fait un travail d'ailleurs extraordinaire, et qui a mené justement une enquête auprès de 1566 jeunes filles de Seine-Saint-Denis, âgées entre 18 et 21 ans. Et le résultat ne s'était pas fait attendre. 13% des jeunes filles avaient déclaré l'année précédant l'enquête, c'est-à-dire même pas au cours de leur vie, des agressions sexuelles. Il me semble important, comme vous avez dit tout à l'heure, que c'est l'Observatoire de la Seine-Saint-Denis, mais mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a que dans les banlieues ou les cités, etc., que ce type, c'est-à-dire que la pauvre Ernestine a été l'une des rares à faire ce type d'enquête. Donc, évidemment, ça tombe en Seine-Saint-Denis. Mais je ne voudrais pas non plus, par mon propos, stigmatiser la Seine-Saint-Denis qui, au contraire, a plutôt fait preuve de courage en se dotant d'une enquête lourde. Quand on interroge également les chiffres des agressions sexuelles, ce matin, eh bien, ce qui est intéressant, j'avais écrit un article à ce sujet, c'est de comparer. Parce qu'on a toujours l'idée d'un violeur dans la rue, inconnu, etc. Dans les films, voilà, les cinémas sont formidables là-dessus. Il faut faire attention, la nuit, vous avez toujours un agresseur tapis dans l'ombre, ce qui est un peu gênant parce qu'à la fois, ça donne une vision de l'homme comme un prédateur horrible, méchant, etc. Alors pour nos enfants, quelle vision on est en train de donner à nos enfants ? Alors pareil, quand on va travailler la sexualité, dire attention, les hommes sont des méchants, super. Et puis les jeunes filles d'horribles, des petites victimes sans défense, prêtes à crier au loup dès qu'un homme arrive dans une rue déserte, noire, etc., mal éclairée, j'en passe. Eh bien ces chiffres ont le mérite de donner que dans la rue, c'est 3,7%. Et dans l'institution scolaire, 3, et parascolaire, 3,3%. En gros, vous avez presque autant de risques d'être victime d'une agression sexuelle à l'école et dans les institutions para- et périscolaires que dans la rue. Ce qui donne, là pour le coup, j'enfonce le trait de tout ce qui a été dit durant toute cette journée sur le fait que la plupart du temps, la victime connaissait son agresseur et que, encore une fois, ça ne sert à rien de protéger les rues, de mettre des caméras, bon là c'est un autre sujet, mais des caméras partout, sachant que la plupart du temps, c'est justement dans les espaces privés ou protégés que ce type d'agression a lieu. J'ai pensé la tournée. Alors, pour revenir sur les chiffres de l'éducation nationale, quand on regarde les chiffres, c'est-à-dire dans les signalements, les chefs d'établissement doivent donner des signalements au ministère
concernant les violences. Alors si on regarde les violences à caractère sexiste, il y a 6%, je n'ai pas dit forcément sexuelles, mais sexistes, de relevés par l'institution. Ce qui montre quand même qu'il y a, et ce sont ces chiffres qui sont en nette augmentation, montrent que l'éducation nationale, se saisit de ces questions et que les personnes sont quand même de plus en plus informées sur la question du sexisme. Par contre, sur les questions des violences de genre, c'est beaucoup plus compliqué, mais je vais le développer un peu plus, dans la mesure où il y a seulement 1% de faits signalés à caractère homophobe par l'institution scolaire. Il suffit de rentrer dans une cour de récréation pour entendre salpéder toutes les... Je n'ai pas fait de calcul exact, mais on va dire de façon récurrente. Alors, les enquêtes de l'Observatoire, couplées donc avec les enquêtes de l'Observatoire international de la violence à l'école, celle de 2011, d'autres enquêtes vont suivre, et celle également de l'ADEPE, montrent que, et là pour le coup ce ne sont pas les chiffres des signalements, mais bien les enquêtes des victimes, là où ce sont les victimes qui sont le principal informateur ou informatrice, montre qu'il y a 8% des filles qui déclarent avoir subi des violences à caractère sexuel à l'école. Alors ce qu'on appelle comme violence à caractère sexuel, ce sont des baisers forcés, des attouchements sexuels. Également 7% des filles et plus de 5% de garçons qui se disent victimes de voyeurisme. Alors ça, c'est très intéressant parce que justement, ces agressions sexuelles, comme je dis, dont certains garçons sont victimes, sont, comme celles des filles, enclines à instaurer une position, à une domination genrée. Pour le coup, là, on passe à des violences plus sexistes, mais des violences de genre. C'est-à-dire qu'on s'en prend au côté féminin ou dit féminin d'une personne. C'est-à-dire qu'on va... le fait, par exemple, de déshabiller de force, qui est l'un des items sexuels dont les garçons sont le plus victimes avec le voyeurisme, est un acte qui va viser clairement à dévaloriser les plus faibles, tout en instaurant davantage de virilité au sein du groupe de pairs. Pour reprendre l'exemple que vous avez donné de Thomas en CP, je le trouve très intéressant de ce point de vue-là, d'où le fait que c'est toujours intéressant de croiser le regard d'une sexologue et d'une sociologue, parce que ce que je vois aussi, surtout dans le harcèlement, je reparlerai de la campagne Agir contre le harcèlement, c'est-à-dire qu'il y a également là une forme de harcèlement dans la mesure où on va s'en prendre, où par le sexuel, on va humilier et on va harceler une personne. Il y a aussi, c'est absolument pas contradictoire, bien au contraire, ça vient, on va dire, définir cette scène, où on sait justement que plus de 75% des élèves harcelés ont été humiliés par le sexuel. Quand on interroge avec les enquêtes d'Éric de Barbieux les victimes de harcèlement, 75% ont été victimes de violences sexuelles. Ce n'est pas neutre. Donc on voit également là tout ce qui va se jouer avec le sexuel. Toute cette domination, pas masculine, moi je ne parle pas de domination masculine, mais plutôt de valeurs patriarcales qui sont aussi bien véhiculées par les hommes que par les femmes, je vous rassure. Donc on est vraiment dans cette domination genrée à ce moment-là. Et comme l'a dit également Violaine Guérin ce matin, eh bien, la violence va également, ce type de violence, continuer en dehors des murs de l'école avec le cyberharcèlement, pour pas le nommer, qui là, pour la peine, est encore plus difficile à combattre parce que ce n'est pas dans un lieu défini, ce n'est pas dans un temps défini, et tout continue. J'en profite pour parler également du numéro vert, Stop Harcèlement, qui a été mise en place avec des plateformes académiques. Je pense qu'on en reparlera. Martine Kerr, et je ne l'ai pas vue, est présente, pour en reparler même bien mieux que moi. Mais c'est une question qui est quand même très compliquée parce qu'en plus, sur le cyberharcèlement, notre génération est arrivée avec Internet en même temps que cette génération-là, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de mettre des outils de prévention et éducatifs, étant donné qu'on n'avait pas concrètement le temps. Ça nous est arrivé en même temps. Donc, ce qui fait que, là encore une fois, je ne suis pas pessimiste, bien au contraire. Je dis que les choses vont au contraire s'améliorer parce qu'on aura le recul. Bon, j'espère qu'on n'aura pas une génération sacrifiée pour ça, mais bon. Ah, je pense à changer
de diapos. Donc, on ne peut pas parler de ça si je parle de domination, sans parler des valeurs masculines. Et de toute façon, comme je disais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, si on traite un garçon de tapette ou une fille de salope, c'est de toute façon le même. En dehors de l'hétérosexualité, c'est quand même le même processus qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va péjorer le féminin. Ce n'est pas une question forcément d'orientation sexuelle à ce moment-là, ce n'est pas forcément avec qui couche le garçon, c'est le fait qu'il soit féminin, qu'il se comporte socialement avec des valeurs genrées qui ne sont pas attendues. On attend d'un garçon qui soit fort, viril, dominant, et j'en passe. Je ne suis pas là pour vous faire une conférence là-dessus, mais... donc s'il se met à être doux, gentil, etc., il est vu comme un faible. Et donc, vous voyez, là, c'est bien la péjoration du féminin qui est ici à l'œuvre, très clairement. Donc, on en a parlé, vous en avez parlé également tout à l'heure, qu'il y a également cette mise en scène de la sexualité qui, on le voit dès l'école, n'est absolument pas égalitaire. Et par le sexuel se joue... il me semblait peut-être important de dire que ce n'est pas parce qu'on se représente la sexualité qu'on a forcément une sexualité effective. C'est peut-être important de le dire, parce qu'on peut parler sexualité à des enfants, à des adolescents, adolescentes, ou même des enfants qui n'ont pas de sexualité. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de sexualité qu'ils ne se la représentent pas du tout. Je voulais juste le préciser, je referme la parenthèse, et maintenant, j'enchaîne. Mais se représenter la sexualité, c'est aussi se représenter la norme. Et c'est ça qui est quand même important. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est quoi être normal avec une fille, avec un garçon? Comment on se comporte? Ce sont des choses qui ne sont pas du tout évidentes, d'autant plus quand on voit qu'aujourd'hui, les filles sont réduites à des corps sexualisés. Qu'on a de moins en moins, que les jeunes filles, sous prétexte d'être habillées comme ceci, comme cela, peuvent être c'est assez problématique concernant également la réputation. Et on sait à quel point que lorsqu'une fille, et je dis bien quel que soit le milieu, encore une fois, c'est peut-être important de parler de le dire tout de suite, peuvent être justement victimes de violences sexuelles parce qu'elles n'ont pas la réputation qui convient. C'est aussi important de le dire. Également, dans l'éducation, la difficulté d'expression des sentiments des garçons peut être génératrice de violence. On a éduqué les garçons justement à être forts, à ne pas jouer à la poupée, etc., donc à ne pas exprimer leurs émotions. Les garçons sont éduqués de manière stéréotypée à ne pas dire « je t'aime », à ne pas dire... On voit d'ailleurs dans les entretiens ou même dans les extraits avec les adolescents comment, lorsqu'ils veulent draguer une fille, ils la tapent. Original. Et en plus, comment, par contre, une fille, lorsqu'elle est tapée, se sent flattée parce qu'elle a été choisie. C'est extraordinaire. Alors après, on peut imaginer une sexualité absolument formidable quand les préludes amoureux commencent comme ça. Ce qui peut donner, comme on a pu le voir, et là également Lyotard a beaucoup travaillé dessus, tout ce hiatus entre les représentations des filles de la sexualité et ceux des garçons. Bon, là, je remets le schéma de Lyotard. Donc, tout ça pour dire que c'est par le sexuel que se construisent ces rapports, également de soumission-domination, et que le sexuel joue un rôle central dans la construction, également des violences sexuelles et même conjugales à l'âge adulte. C'est une source de violence également, on peut le voir, de se refuser, ou alors, par peur du refus, qui peut être également déclencheur de violence, d'humiliation pour certains garçons, ou d'insultes. L'hypersexualité précoce de certaines jeunes filles l'a montré également. Donc il faut voir en prévention d'être capable de se positionner par rapport au respect de soi et par rapport aux limites que doivent se placer les adolescents, les jeunes. Ce n'est pas une question de tomber dans des valeurs judéo-chrétiennes, mais bien de se donner des limites. C'est toute la difficulté de travailler là-dessus. Alors, hop. Donc, pourquoi cette sous-estimation? Eh bien, c'est sous-estimé, comme je vous ai dit. Encore une fois, je ne veux absolument pas stigmatiser, bien au contraire.
l'école qui, je reviendrai, hein, je finirai mon propos là-dessus, mais qui de toute façon n'est que, encore une fois, le reflet de ce qui se passe. Il est inutile d'accuser les individus, de dire c'est la faute à telle personne, dans la mesure où c'est au niveau collectif et bien sociétal qu'il faut s'emparer de la question. Donc, la sous-estimation à la fois par l'école, également le contrôle social, quand on voit l'état des magazines, des médias, tout ce qui véhicule un sexisme absolument incroyable. Également par les agresseurs. C'est régulier qu'on entende les gamins « Oh, ben, on s'amusait, c'est pour rire, c'est de la plaisanterie, etc. » Bon, c'est bien connu, on n'a pas d'humour. Également par les victimes elles-mêmes. Il y a également, là pour le coup, moi je reste dans mon champ, la sociologie, hein, il y a également une très grande violence symbolique. Pour reprendre, moi je mets vraiment ça en lien avec les travaux de Pierre Bourdieu sur le fait que les victimes de violences, et plus particulièrement de violences sexistes, sexuelles ou de genre, et où, hein, parfois c'est même les trois cumulés, ont, depuis en général le plus dans l'éducation différenciée, stéréotypée, intégré le fait qu'elles étaient inférieures. Donc ce qui fait qu'il y a quand même une violence symbolique quand même assez importante, d'où également la double difficulté d'aller porter plainte et d'aller porter plainte ou alors d'aller saisir un enseignant, une enseignante ou un cadre de l'éducation nationale. Donc il faut de toute urgence affirmer et imposer les notions de dignité et de respect mutuel. Donc là c'est au niveau individuel. Hein. Également parce que le projet éducatif, eh bien, c'est évidemment que toute la société s'améliore. Ce n'est pas de reproduire la société telle qu'elle existe. Et c'est bien d'aller vers le mieux. Alors maintenant, je vais finir. Quels sont les leviers d'action, vous allez me dire, parce que c'est bien beau. Hein. Il y a plusieurs explications qui peuvent être posées. C'est celle que j'ai un peu portée tout à l'heure. Ce sont d'abord des facteurs individuels. Donc travailler en effet sur les individus, donc sur cette violence symbolique dont je parlais. Également sur la conformité aux stéréotypes, pourquoi se conformer aux attentes sociales? Donc ça doit également se travailler individuellement, mais bien collectivement. Également l'impact des modèles sociaux proposés, où il faut travailler sur cette question en même temps. Des facteurs collectifs, toute la société renvoie des signaux ambivalents. Le rapport Joanneau était bien clair justement sur la question de l'hypersexualisation des petites filles, qui est absolument inacceptable. Et si on continue, si socialement on laisse ce type de choses se faire, je ne pense pas que ce soit très utile après d'aller former, sensibiliser individuellement les personnes s'il n'y a pas, avant toute chose, une conscience, je vais dire, collective de la question. Également, l'influence du système éducatif et de ses acteurs et de ses actrices sur la question, ils le sont de plus en plus vigilants face à ce type de violence qui doivent être, et vous le disiez, justement, ils doivent être mieux formés et avec tout un outillage de prévention sur ces questions-là. Et c'est tout le champ, justement, des violences et même également des discriminations. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'on ne connaît pas. Si on n'est pas sensibilisé, si on n'est pas formé à ce type de questions, on aura beau être plein de valeurs positives, éducatives, morales, fortes, de toute bonne foi, on ne pourra pas prévenir ce type de violence. Encore une fois, il n'est pas question de culpabiliser les individus, mais bien de les prendre d'un point de vue collectif. Également, au niveau d'action, il y a un niveau politique, c'est-à-dire le contenu des programmes qui doit clairement intégrer des volets de prévention. C'était l'une des propositions de Violaine Guérin, justement, avec les enseignants de travailler avec les enseignants d'EPS sur ces questions-là. Également, un niveau institutionnel, ce sont les actions de formation et de sensibilisation auprès des enseignants et des élèves. Et un niveau, vous l'avez dit, même si ce n'est pas mon champ, je le dis quand même, un niveau psychosociologique, c'est-à-dire travailler sur l'identité des jeunes avec les enseignants, sur la construction, comment je me construis, comment se construit le masculin, comment se construit le féminin,
comment justement toute cette construction identitaire se met en œuvre, et également pour renforcer ce dont vous parliez, la confiance en soi, qui est quand même très, très protectrice. Alors, vers une prise en compte institutionnelle, je ne veux pas non plus... Quand on compare depuis les années 2000, l'éducation nationale se saisit de ces questions. Il y a d'ailleurs dans la campagne Agir contre le harcèlement tout un volet sur le sexisme qui va être mis en place, qui est actuellement travaillé. Bon, il y avait le volet primaire qui en compte un, et dans le volet secondaire qui va sortir d'ici peu de temps, également des guides pour les enseignants concernant donc le sexisme et les LGBT-phobies, qui est travaillé également donc, avec le Bureau de la santé et de l'action sociale et la sécurité, qui est dirigé par Nadine Nela et dont Martine Carne est intervenue ce matin. Également un lexique contre les violences sexistes et LGBT-phobes qui est en cours de validation. Des enquêtes au niveau lycée qui vont être menées à partir de février, et qui vont prendre en compte, il va y avoir des variables, alors je ne dis pas qu'il va y en avoir pléthore non plus, mais qui va intégrer ces variables concernant les violences sexistes et genrées, ce qui quand même, voilà, on en reparlera avec Violaine prochainement, je pense. Également, donc, avec le bureau de Nadine Nela, un guide à destination des équipes éducatives sur l'éducation à la sexualité, et depuis 2006, des programmes d'éducation à la sexualité pour les écoles, les collèges et les lycées. Pour conclure, j'ai envie de dire que le problème des victimes des violences, de violences à l'école, de violences sexuelles, de genre et sexistes, et plus particulièrement des violences sexuelles, c'est leur solitude. La prévention situationnelle, on nous parle toujours de prévention situationnelle, à travers les caméras, etc., eh bien, je pense, et nous pensons avec Éric de Barbieux, qu'elle est d'abord humaine, cette prévention situationnelle. Mais comme elle doit être humaine, d'où justement la très grande importance de réagir collectivement. Il faut prévenir parce que ce qui est important, on l'a bien vu, et on l'a dit, ce n'est pas de venger les victimes, c'est d'éviter qu'il y en ait. On est bien d'accord, c'est bien là qu'est le propos et le sens, je pense, de cette journée et du travail qui va suivre derrière. Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, c'est prévenir les violences de genre, mais aussi favoriser un climat scolaire propice au savoir et au bien-être de toutes et tous. Mais ces violences ne pourront diminuer qu'avec des actions à très long terme. Ça a été montré. Des actions, pour finir, je vais dire, qui doivent être en continu et non inscrites dans un calendrier électoral. Je vous remercie.